Bonjour à tous, c'est Sasa qui vous retrouve pour le décryptage de RTI. Nous poursuivons aujourd'hui notre série sur la décroissance à Taïwan. La décroissance, c'est remettre en question le croissancisme, c'est-à-dire la priorité donnée à la croissance du PIB comme objectif principal des politiques économiques. Pour plus de détails, n'hésitez pas à écouter le décryptage de jeudi dernier. Aujourd'hui, nous verrons surtout quels sont les obstacles, mais aussi les facteurs facilitateurs pour aller vers la décroissance à Taïwan. On écoute tout d'abord la formatrice de design en permaculture américaine qui vit à Taïwan, Tammy Turner. In Taiwan, it's going on a very technological, economic path. Taïwan suit une voie très axée sur les technologies et l'économie depuis plusieurs dizaines d'années, et cela engendre de plus en plus de tensions avec la protection de l'environnement. Mais à Taïwan, il y a aussi une volonté d'améliorer la vie de la population de manière équitable grâce à l'activité économique, et on peut considérer cela comme une opportunité, même si les inégalités augmentent à Taïwan comme ailleurs. Pour moi, la question de ce que pourrait être un monde meilleur, je la considère à travers le prisme de la permaculture. Et cela me permet aussi de voir comment le système décide de ce qui peut être fait ou pas, qui détient réellement le pouvoir, par qui les ressources sont gérées dans différents lieux, etc. Taïwan risque de subir les conséquences négatives de la surdépendance aux marchés internationaux et a besoin de répondre aux besoins de manière plus locale. Nous arrivons à un point où il est vraiment important de réfléchir à cela, car si on ne le fait pas maintenant, les options et les choix pour l'avenir auront tendance à se restreindre. Penser que la croissance économique peut être infinie sur une planète aux ressources finies tient plus de la croyance, mais c'est un paradigme dans lequel sont pris de nombreuses sociétés actuellement. Il n'est pas évident d'en sortir, notamment parce qu'il est difficile d'imaginer un mode de fonctionnement radicalement différent. Taïwan, pour des raisons historiques, est politiquement et économiquement très proche des États-Unis, une société productiviste et consumériste. En plus, de nombreux Taïwanais ont tendance à penser que l'innovation et les nouvelles technologies permettront de résoudre les problèmes, sans tenir compte des dégâts pour la biodiversité, du déploiement à grande échelle de l'intelligence artificielle et de l'Internet des objets, par exemple. Peut-être parce que ces dégâts sur la biodiversité se passent à l'autre bout du monde, là où les ressources sont extraites. Quant à l'énergie, le prix de l'électricité étant subventionné, les Taïwanais ne sont pas encouragés à faire des économies d'énergie. Un autre obstacle pour promouvoir la décroissance à Taïwan est le fait qu'aucun parti politique, sauf peut-être le Parti vert, mais qui représente une infime partie de l'électorat, ne s'est vraiment saisi de ce sujet. Le manque de volonté politique, qui se retrouve aussi dans d'autres pays, s'explique peut-être par le fait que parler de décroissance n'est pas très vendeur pour un politicien qui cherche à se faire élire. Les personnes qui conçoivent les politiques sont des humains comme vous et moi. Leurs connaissances sont limitées par ce qu'elles ont appris et souvent elles ont été éduquées pour avoir une certaine mentalité qui est difficile à changer. Je les pardonne pour cela. Mais en même temps, il y a vraiment de plus en plus d'informations, de recherches et même de mise en œuvre qui existent sur le terrain. Ces personnes devraient au moins s'y intéresser et travailler avec celles et ceux qui mettent en œuvre ces solutions qui permettent de rester dans les limites planétaires. C'est pas comme si c'était optionnel, mais personne ne le dit ouvertement en politique. Cela n'est d'ailleurs pas un problème spécifique à Taïwan. Et il faut souligner qu'à Taïwan, il y a aussi des facteurs qui faciliteraient la décroissance. Je pense notamment au fait que les Taïwanais adorent planter des légumes qu'ils consomment tout autour de leur habitation, qu'ils soient en ville ou à la campagne. On écoute les précisions de Tammy Turner qui est arrivée à Taïwan il y a presque 40 ans. Ce qui est bien avec la société taïwanaise, c'est qu'elle a encore une mentalité très agraire. Les parents ou les grands-parents de beaucoup de Taïwanais vivaient de la terre. Donc encore aujourd'hui, quand une vieille dame commence à planter sur un lopin de terre, il est quasiment impossible de la déloger. Mais il y a aussi d'autres facteurs. Bien que certaines zones soient protégées, le secteur financier est très puissant. Les agriculteurs ont peu d'enfants et ne les encouragent pas à reprendre leurs fermes. Et si les fermes ne sont pas reprises par les enfants, ce sont autant d'opportunités pour la spéculation, ce qui fait qu'aujourd'hui, les terrains agricoles à Taïwan sont extrêmement chers. J'ai demandé à Tammy Turner si elle pensait que nous pouvions apprendre quelque chose des autochtones de Taïwan pour nous guider vers la décroissance. Sa réponse est nuancée.
Certes, dans certaines communautés, comme à Taromak dans le comté de Taidong, dont j'ai déjà parlé dans certaines émissions, les villageois d'origine Rukai se réapproprient peu à peu les savoir-faire ancestraux et s'efforcent de gérer en commun les ressources pour aller vers l'autosuffisance. Mais il ne faut pas oublier que les autochtones ont été éduqués dans le système taïwanais et étant donné qu'ils rencontrent souvent des difficultés dans la société, certains ont tendance à privilégier le fait de gagner sa vie à la transmission des savoir-faire ancestraux qui ont été en partie perdus. Maintenir leur identité et leur mode de vie singulier n'est pas facile et parfois certains abandonnent car c'est trop usant. Mais il y a aussi certains autochtones, y compris des jeunes, qui ont à cœur la transmission de leur identité, de leur savoir-faire et de leur mode de vie. En bref, il ne faut pas oublier qu'à Taïwan, il y a une très grande diversité au sein même des populations autochtones et leur mode de vie varie d'un endroit à l'autre. Ce serait donc réducteur de généraliser. Alex Rong, chercheur à Wild at Heart Legal Defense Association, que j'ai interviewé pour cette série, se souvient quant à lui d'une conversation qu'il a eue à ce sujet avec un ami. J'ai un ami autochtone avec qui on a discuté de la pratique de la chasse chez les autochtones. Je lui ai dit que je trouvais que ce mode de vie se rapprochait de la décroissance. Il m'a dit que pour eux, c'était simplement la vie et qu'ils n'ont pas besoin de théoriser tout ça. C'est marrant car pour eux, ça va de soi. Alors qu'à nos yeux, c'est quelque chose vers quoi nous voudrions tendre. Cela me rappelle aussi une discussion que j'avais eue avec l'artiste Sakulio Pavavalion de l'ethnie Paiwan, que j'avais interviewé pour l'émission Les joies de l'éco-construction. Il me disait qu'autrefois, les villageois s'entraidaient pour construire leur maison, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui parce que chacun est trop occupé par son emploi. De nos jours, le temps, c'est de l'argent. On passe son temps à gagner sa vie pour pouvoir le dépenser sur le très petit laps de temps de nos loisirs. Alors qu'autrefois, le temps, c'était la vie, tout simplement. Les gens plantaient, s'entraidaient, élevaient les enfants en même temps, pratiquaient des cérémonies, allaient à la chasse, etc. Lorsque le village de Sakulio a été raccordé à l'électricité, les gens ont dû commencer à travailler en ville pour gagner de l'argent et payer les factures d'électricité. Et peu à peu, les jeunes ont oublié comment trouver de la nourriture tout autour d'eux à la montagne. Bien sûr, on ne peut plus revenir à la bougie, mais cette histoire peut nous amener à prendre du recul sur ce que nous faisons de notre temps au quotidien. L'anthropologue Philippe Descola, qui est venu à Taïwan en 2023, souligne dans ses livres que les modes de fonctionnement des sociétés autochtones sont d'une très grande diversité. Il ne s'agit pas de les copier, on ne le pourrait pas d'ailleurs, puisque notre vision du monde est très différente. Mais peut-être de s'inspirer de certains aspects et surtout de se rendre compte que la manière d'organiser une société et l'économie est le fruit d'un choix. Bien que le monde soit de plus en plus homogène, il y a donc toujours la possibilité de bifurquer. Justement, avec les nouvelles générations, ce sont peut-être de nouvelles valeurs, de nouveaux imaginaires qui vont émerger. Nous l'avons déjà évoqué jeudi dernier lorsque Tammy Turner parlait des étudiants de son cours sur la décroissance à l'université Zhengzhou. À Taïwan, il y a de plus en plus d'écoles alternatives, comme par exemple les écoles Waldorf, où les enfants sont éduqués en contact étroit avec la nature. Mais Tammy Turner rappelle que ces écoles sont souvent très chères et donc réservées à un nombre de familles limité. C'est plutôt l'éducation populaire qui est portée à Taïwan par les Sheqiu Daxue, les community colleges, qui est très prometteuse selon elle. I think one of the facilitating factors we didn't mention is community colleges in Taiwan. L'un des facteurs de facilitation dont nous n'avons pas parlé, ce sont les community colleges à Taïwan. C'est un vaste réseau d'éducation populaire ouvert à tous, où l'on peut apprendre beaucoup de choses sur les sujets environnementaux et sociaux. On peut aussi y rencontrer des personnes qui veulent faire évoluer les choses en commençant par le terrain. Je travaille avec le Community College de Yonghe. Récemment, nous avions une session pour présenter l'agriculture et l'alimentation à des écoles. J'ai présenté l'approche permaculturelle, holistique, qui tient compte autant de l'environnement que de la société. D'autres personnes ont présenté une approche fondée sur la technologie, car cela permet d'obtenir des subventions, l'agriculture verticale, l'hydroponie, l'Internet des objets pour savoir quel est le bon moment pour arroser, etc. Une mère d'élève a pris la parole pour dire qu'elle était contre une vision entièrement technologique de l'agriculture et que ce dont les enfants ont besoin, c'est de mieux connaître et vivre avec leur environnement. J'étais content. Il y a un peu de progrès. Oh, a little bit of progress.
Il y a une prise de conscience chez certaines personnes. Et il y en aura peut-être plus quand on aura atteint les limites énergétiques. We're already very close. So in the degrowth course at Zhengzhou University, we go into. Nous en sommes proches. Dans les cours à l'université Zhengzhou, nous évoquons justement les conséquences du développement de l'intelligence artificielle en termes de besoins énergétiques et les défis que cela représente. AI is happening, doing right now. Pour comprendre que tout ne devrait pas tourner autour de la croissance du PIB, il est important de réfléchir à certaines questions philosophiques. Qu'est-ce que le bonheur ? Qu'est-ce que la réussite ? Qu'est-ce que le progrès ? Au premier abord, on peut penser que pour la vaste majorité des Taïwanais, la priorité numéro 1, c'est de s'enrichir. Mais la réalité est peut-être un peu plus nuancée, comme le rappelle Alex Hong. À Taïwan, je trouve qu'il y a quand même pas mal de monde qui donne de l'importance à autre chose que gagner de l'argent. Je connais des gens qui envisagent même d'aller s'installer à la campagne et y créer des entreprises. Mais c'est peut-être en raison de mon environnement professionnel. Et puis, ça reste dans le cadre économique actuel. En même temps, je constate aussi que de manière générale, les gens ont de plus en plus tendance à parler d'argent. Par exemple, quand je revois mes amis de l'université, ils se demandent comment ils pourraient gagner plus d'argent, notamment en achetant des actions en bourse. Je ne sais pas si ce sont les gens qui en parlent plus en général ou si c'est simplement une préoccupation des personnes de mon âge. Ce qui n'empêche pas certaines personnes de réaliser que c'est du vide et d'entamer une réflexion. Comme pour le design en permaculture, promouvoir la décroissance à Taïwan, comme ailleurs, ça commence par soi. Mais c'est plus facile à dire qu'à faire. D'autant plus que l'on se sent parfois impuissant comme une goutte d'eau dans l'océan. Well, it always starts small, no matter what. Cela commence toujours petit, quoi qu'il en soit. Je pense que le plus important est de créer un réseau. Les personnes qui participent à notre groupe sur la décroissance font partie de différentes organisations qui travaillent sur les coopératives, les droits des autochtones pour plus d'inclusivité, etc. Taïwan a une société civile dynamique qui veut aller de l'avant. S'il y a de bonnes connexions entre différents milieux et que chacun avance dans son domaine, on peut petit à petit aller vers une approche basée sur la décroissance pour faire face aux défis actuels. Challenges. C'est sur ces propos de Tammy Turner que s'achève ce décryptage. Nous clôturerons cette série jeudi prochain avec un dernier décryptage sur les liens entre décroissance et résilience à Taïwan. En attendant, je vous souhaite une bonne continuation. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ